Énoncé du dossier 4. Un homme de 58 ans se présente aux urgences car il s'inquiète d'une augmentation récente de son périmètre abdominal. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Première question. Ensuite, en fait, cela fait déjà 4 mois qu'il se sent fatigué et il a perdu 4 kilos ce dernier mois. À l'examen, il est apyrétique, conscient, orienté. Il pèse 66 kg pour 1,78 m. L'abdomen est augmenté de volume, non tendu, avec une matité et on note 5 angiomes stellaires. Les œdèmes des membres inférieurs sont bilatéraux. Il n'y a pas d'astérixis. Il y a une dyspnée d'effort et la biologie retrouve une hémoglobine à 13 g par décilitre, 7200 globules blancs, 147 000 plaquettes, un TPA à 43%, sodium 136, potassium 4, créatinine 78, albumine 32, azate 2 fois la normale, alate 2,5 fois la normale, gamma GT, elles sont normales, phosphatase alcaline également, et une bilirubine totale à 37. Décrivez l'examen 6 juin réalisé à l'entrée aux urgences. Devant l'ensemble du tableau, quel est votre diagnostic? Question 4. Comment complétez-vous le bilan étiologique? Question 5. L'ensemble du bilan étiologique est négatif, en dehors des anticorps anti-hépatite C de type IgG et d'une PCR hépatite C qualitative positive. Qu'est-ce que vous dites aux patients? Question 6. Quelle est votre prise en charge à court et à long terme? Question 7. En prélevant le bilan de contrôle, l'infirmière se pique. Quelle est votre attitude immédiate? Et question 8. Quel traitement va-t-elle recevoir? Correction du dossier 4. Un homme de 58 ans se présente aux urgences car il s'inquiète d'une augmentation récente de son périmètre abdominal. Première question, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? La première chose à laquelle on pense, surtout quand on a lu tout le dossier en entier, c'est une ascite, qui est une des premières causes d'augmentation du périmètre abdominal. Néanmoins, c'est pas toujours si facile de faire la différence avec un patient obèse. On a des gros patients qui ont de l'ascite et c'est pas évident de distinguer les deux. Ensuite, on peut avoir un météorisme abdominal ou un iléus qui donne une augmentation du périmètre abdominal. Pour diagnostiquer une ascite, c'est clinique, il faut examiner le patient. On a une matité qui est déclive, donc tout l'abdomen sera mat, sauf la partie supérieure quand le patient est sur le dos où on trouvera un tympanisme, et quand on met le patient en décubitus latéral, la matité se déplace vers le bas. Ici c'était un homme, mais si ça avait été une femme, il ne faut pas oublier qu'une des causes d'augmentation du périmètre abdominal, c'est la grossesse. Toutes les femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes. À l'examen clinique, il est apyrétique, conscient orienté, 66 kg pour 1,78 m, donc une ascite, non tendue, 5 angiomes stellaires, des œdèmes des membres inférieurs bilatéraux, pas d'astérixis, une dyspnée d'effort, et à la biologie, une hémoglobine à 13, des globules blancs 7200, des plaquettes 147 000, un TP à 43%, sodium 136, potassium 4, créatinine 78, albumine 32, azate 2N, alate 2,5N, gamma GT et phosphatase alcaline normale, et la bilirubine totale à 37. Décrivez l'examen 6 juin réalisé à l'entrée aux urgences. C'est facile, c'est une radio de thorax de face, encore faut-il l'écrire, ça rapporte des points. On voit bien une opacité homogène de la base gauche jusqu'à mi-champ, on est à peu près là à mi-champ, c'est opaque. La limite supérieure, elle est concave vers le haut, et on voit bien la ligne bordante axillaire qui remonte comme ça. Devant cette description, on ne peut conclure qu'un épanchement pleural gauche de moyenne abondance, ce qui explique la dyspnée de notre patient. Devant l'ensemble du tableau, quel est votre diagnostic? Il y a beaucoup de choses, il faut essayer de s'organiser et de mettre les choses bien dans l'ordre. Ici, on a une décompensation œdémato-ascitique, donc un patient qui a des œdèmes et de l'ascite. La décompensation œdémato-ascitique, elle est associée, et ça arrive à un épanchement pleural gauche de moyenne abondance. Il faut le redire ici. Le plus souvent, l'épanchement pleural associé à l'ascite, il est à droite, mais il peut arriver chez des patients que ce soit uniquement à gauche. Il ne faut pas s'en inquiéter. Pour décompenser
pour avoir une décompensation œdémato-acétique, il faut avoir une cirrhose. Et qui dit cirrhose dit score de Child-Pugh. Notamment ici, si on vous a donné tout avant, c'est qu'il fallait vous en servir. Vous avez l'acite, l'abdomen augmenté de volume non tendu avec la matité, donc une acite. Vous avez le TP, vous avez la bilirubine, vous avez l'albumine, et vous savez que le patient, il est conscient, orienté et qui flappe pas. Vous avez tous les items pour coter le score de Child-Pugh, ce serait dommage de passer à côté. Ici, c'est un score de Child B9. Je vous rappelle le score de Child. Un moyen mémotechnique, tabac, il est assez connu. T pour TP, A pour albumine, B pour bilirubine totale, A pour acide, et C pour cerveau, ou autrement dit, encéphalopathie. Le score de Child-Pugh a donc 5 items, cotés 1, 2 ou 3 points. Il faut le connaître par cœur. Ici, notre patient, il avait un TP à 43, donc il prenait 2 points ici. Une albumine à 32, il me semble, donc il en mettait 2 là encore. Une bilirubine à 37. Il n'était pas confus et il avait une acide abondante. Donc, un score de Child-Pugh à 9. Alors, pour récapituler, de 5 à 7, vous avez une cirrhose Child A, de 7 à 9, Child B, et 10 et plus, C. Ce score est donc reproductible d'un patient à l'autre et pour le même patient, et c'est un score qui est évolutif et surtout pronostique. Le diagnostic de cirrhose. Le diagnostic de certitude repose sur la ponction biopsie hépatique, mais bon, elle se fait soit en transpariétale, c'est-à-dire à travers la peau, soit en transjugulaire, par les vaisseaux. On privilégie cette voie chez les gens qui ont une coagulation vraiment mauvaise. Et c'est ça qui fait le diagnostic de certitude. Il faut bien être honnête, on ne le fait pas toujours dans les services. Et souvent sur un faisceau d'arguments cliniques et biologiques et avec des tests non invasifs, ça suffit pour faire le diagnostic. Alors, fibrotest, qu'est-ce que c'est? Le fibrotest, c'est un test en fait biologique. S'il y a plusieurs marqueurs, notamment les plaquettes LTP, et ça permet de calculer un score de fibrose. Le fibroscan, comment ça marche? C'est pas du tout un scanner. En fait, c'est une élastométrie. On met une sonde entre les côtes du patient au niveau du foie, on envoie une pichenette et on mesure l'élasticité du foie. Ces 2 tests, ils sont validés pour l'hépatite C et ils sont surtout fiables pour des cirrhoses confirmées ou pour dire c'est normal. Entre les deux, il y a quand même encore du flottement. Ici, il faut bien préciser, pour avoir un diagnostic complet, qu'on n'avait ni étiologie ni facteur de décompensation évident chez un homme de 58 ans. Je vous redis donc le diagnostic, c'est une décompensation œdémato-acétique associée à un épanchement pleural gauche de moyenne abondance, décompensant une probable cirrhose de score Child B9, sans étiologie ni facteur de décompensation évident chez un homme de 58 ans. Un argument en plus pour la cirrhose, c'est qu'il avait des signes d'insuffisance hépatocellulaire, à savoir les angiomes stellaires. Comment complétez-vous le bilan étiologique? Il faut faire le bilan étiologique de la cirrhose, mais il faut aussi également faire le bilan et chercher un facteur de décompensation. Premièrement, rechercher une étiologie à la cirrhose. À l'interrogatoire, rechercher une consommation d'alcool et bien insister pour avoir une évaluation franche de la consommation d'alcool par le patient. C'est pas toujours évident. Des fois, entre la consommation avouée et la consommation réelle, il y a vraiment une différence. Ensuite, il faut faire une sérologie hépatite B et C à la recherche d'une infection virale. À l'interrogatoire, on peut également chercher des facteurs de contamination, des rapports sexuels à risque pour l'hépatite B, des transfusions pour B et C, et également la toxicomanie, surtout pour l'hépatite C. Voilà. Enfin, on recherche une hémochromatose en réalisant un bilan martial. Je vous rappelle que ce qui oriente vers une hémochromatose, c'est une ferritinémie très élevée, avec notamment et surtout un coefficient de saturation de la transférine supérieur à 45.
Si vous avez ces éléments-là, il faudra ensuite faire une recherche génétique et on conclut à une hémochromatose génétique uniquement si les patients sont homozygotes. Il y a d'autres facteurs, d'autres étiologies de cirrhose, les hépatites auto-immunes, les cirrhoses biliaires primitives, la prise prolongée de médicaments. Là, c'était plus anecdotique. Ensuite, on a une décompensation œdémato-acytique, donc il faut rechercher le facteur déclenchant, principalement les infections bactériennes et surtout l'infection du liquide d'acide. Pour mettre en évidence une infection du liquide d'acide, il faut faire une ponction d'acide exploratrice et on confirmera l'infection si on a plus de 250 polynucléaires neutrophiles par millimètre cube. Une décompensation œdémato-acytique peut également arriver en cas d'infection bactérienne autre, une infection urinaire toute bête. S'il y a de la fièvre, on fait des hémocultures pour essayer d'avoir un germe et donc un antibiogramme. Ne pas oublier la radio de thorax, ils peuvent s'infecter, avoir une pneumopathie. Deuxième facteur de décompensation œdémato-acytique, les hémorragies digestives. À l'interrogatoire, on cherche un méléna, des rectorragies, éventuellement une hématémèse, surtout chez les alcooliques qui peuvent avoir un syndrome de Mallory-Weiss. Et on n'oubliera pas, et c'est important, comme toujours en gastro, le toucher rectal. Parce que tout le monde ne regarde pas ses selles et qu'un patient peut ne pas du tout savoir qu'il a un méléna ou des rectorragies. Et on dosera l'hémoglobine pour objectiver une anémie. Troisième facteur de décompensation, le carcinome hépatocellulaire. Comment le rechercher? Avec une échographie abdominale et un dosage de l'alpha-fétoprotéine. Enfin, quatrième facteur de décompensation œdémato-acytique, une hépatite surajoutée, qu'elle soit alcoolique, virale ou toxique par prise de médicaments. Question 5. L'ensemble du bilan étiologique est négatif en dehors des anticorps anti-HCV de type IgG qui sont positifs et d'une PCR-HCV qualitative positive. Qu'est-ce que vous dites au patient? Eh bien, on lui dit qu'il a une hépatite C chronique active et que c'est cette hépatite C qui est responsable de sa cirrhose compliquée d'une première décompensation œdémato-acytique. Question 6. Quelle est votre prise en charge à court et à long terme? Là, il va y avoir beaucoup de choses à dire, donc il faut découper la réponse en chapitres et que ça ressorte clairement sur votre copie pour que le correcteur s'y retrouve. D'abord, en premier, on va traiter la décompensation. Donc on hospitalise le patient dans un service de médecine spécialisée. Une décompensation œdémato-acytique, ça ne peut pas se traiter en ville. Il faut lui mettre un régime peu salé. Pourquoi peu salé et pas complètement sans sel? Parce que si on met un patient déjà dénutri au régime sans sel, il va plus rien manger et il va continuer à se dénutrir et qu'il vaut mieux que ce soit peu salé et qu'il mange quand même. Ensuite, des diurétiques, aldactone et lazilix, chez les patients en décompensation pour éliminer les œdèmes et l'acide. Les ponctions d'acide évacuatrices, on peut en avoir besoin, mais la plupart du temps, si on peut éviter, on s'en passe. Je vous rappelle que les indications de la ponction d'acide évacuatrice sont l'inefficacité des diurétiques, ou alors des diurétiques entraînant des complications, une contre-indication des diurétiques, type hyponatrémie ou trouble métabolique important sous diurétique. Ensuite, on peut être amené à faire une ponction évacuatrice si l'acide est mal toléré, entraînant une gêne respiratoire ou une tension telle que on peut avoir des problèmes cutanés, des hernies ombilicales compliquées. Si vous êtes amené à évacuer, vous n'oubliez pas de compenser par des macromolécules pour prévenir le syndrome hépatorénal. Ensuite, le traitement spécifique de l'hépatite C. Ici, il n'y aura pas de traitement, mais je l'ai mis pour vous le rappeler. L'hépatite C, son traitement spécifique, c'est le PEG interféron et la ribavirine en bithérapie. Mais c'est un traitement qui est contre-indiqué en cas de cirrhose décompensée. Enfin, le traitement de la cirrhose à long terme, un régime peu salé, toujours, renourrir ces patients qui sont très dénutris. Ici, le patient a perdu 4 kg alors qu'il a au moins 5 ou 6 litres d'acide dans le ventre, ce qui fait une perte réelle d'environ 10 kg. Il faut éviter tout facteur qui pourrait
abîmer encore plus son foie. Donc, on le vaccine contre l'hépatite B, plus ou moins l'hépatite A s'il va dans des zones d'endémie. On lui conseille, et même on lui impose, un arrêt total et définitif de l'alcool. Et enfin, on contre-indique les médicaments hépatotoxiques et on adapte les posologies des médicaments à élimination hépatique. Enfin, on n'oublie pas la surveillance clinique d'une part, et ensuite, il faudra régulièrement, au moins 2 fois par an, faire un dépistage du carcinome hépatocellulaire avec une échographie abdominale et un dosage de l'alpha-fétoprotéine. Ensuite, on dépistera des varices œsophagiennes liées à l'hypertension portale en réalisant une fibroscopie œsogastro-duodénale régulièrement. On peut être amené, si le patient le nécessite, à introduire des bêta-bloquants en s'étant assuré qu'il n'y a pas de contre-indication. Enfin, un dosage biologique régulier, le bilan hépatique, le TP pour pouvoir réévaluer le score de Child-Pugh régulièrement, l'ANUM, le ionosang, notamment la créate, qui est très importante à suivre chez les patients avec une insuffisance hépatique, et l'albumine pour la dénutrition et le score de Child-Pugh. Question 7. En prélevant le bilan de contrôle, l'infirmière se pique. Quelle est votre attitude immédiate? Pour tous les accidents d'exposition, ou plus communément appelés AES, il ne faut pas faire saigner. Quand on fait saigner, on traumatise et en fait, on fait encore plus passer le virus dans le sang. Pourtant, c'est une attitude que tout le monde a, donc bien leur dire de ne pas faire saigner. Laver à l'eau et au savon, puis faire une désinfection prolongée au daquin, laisser le doigt de l'infirmière pendant une dizaine de minutes dans une solution pleine de daquin, au défaut, si vous n'avez pas de daquin, de l'eau de javel. Faire la déclaration d'accident d'exposition au sang, c'est très important. Ensuite, il faut contacter, et il y en a un pour chaque hôpital, le médecin référent accident d'exposition au sang. Il faut informer l'infirmière sur les risques, sur la conduite à tenir. Faire le bilan du patient source, avec son accord. On n'a pas le droit de prélever le patient s'il ne le souhaite pas. Faire une sérologie VHB, VHC, VIH, puis prélever l'infirmière. Entre autres pour s'assurer qu'elle n'était pas déjà infectée par le virus de l'hépatite C avant son accident d'exposition au sang. Et on lui fera une sérologie VHB, une sérologie VHC, VIH et un dosage des transaminases. Quel traitement va-t-elle recevoir? Ici, aucun traitement. Parce que c'est une hépatite C. L'hépatite C, on ne la traite que si la primo-infection est avérée. Il n'y a pas de traitement spécifique préventif, comme dans l'infection par le VIH, et il n'y a pas d'immunothérapie, d'immunoglobuline, comme pour l'hépatite B. Alors, l'hépatite C, il y a eu une conférence de consensus en 2002 que vous êtes censé avoir plus ou moins vu. Rapidement, un rappel. Le génotype 1, c'est le génotype qui était surtout lié aux transfusions. Donc, comme maintenant, on a bien amélioré le système de dépistage des poches de sang, ce génotype est en baisse, ce qui tombe bien parce que c'est le plus difficile à traiter. Le génotype 2 et 3, eux, par contre, ils sont surtout liés à la toxicomanie. Ils répondent bien au traitement, mais ils sont relativement en hausse puisque le 1 est en train de baisser. Le traitement, c'est pas toujours très clair. Il est fonction de plusieurs paramètres, ça tout le monde est d'accord, des paramètres individuels, notamment l'altération de la qualité de vie que va entraîner le traitement, l'âge, les comorbidités, les manifestations extra-hépatiques et la motivation du patient. Si le patient n'a pas envie de se traiter, c'est même pas la peine d'essayer. Ensuite, des paramètres histologiques, l'activité, la fibrose en fait, et des paramètres virologiques, notamment quel est le génotype. Pour les traitements, il y a des indications qui sont consensuelles. Tout le monde est d'accord qu'on traitera les patients seulement s'ils sont sevrés en alcool. On est aussi tous d'accord qu'on traite les hépatites à un stade 2, F2 ou F3, et quand elles sont chroniques et actives, c'est-à-dire avec une cytolyse. On traite aussi également les primo-infections. Ça, c'est des indications qui ne posent pas de problème.
Il y a aussi des contre-indications sur lesquelles tout le monde est d'accord. Quand la cirrhose est décompensée, comme c'est le cas chez notre patient, on ne traite pas. De même, une hépatite chronique avec une fibrose à un stade vraiment précoce, F0 ou F1, on ne la traitera pas non plus. Ensuite, les hépatites à transaminase normales, on considère qu'elles ont une faible activité, on ne les traite pas. Et enfin, les malades qui ont une maladie psychiatrique, parce que d'abord, ils ne prendront pas leur traitement, et ensuite, ils risquent de décompenser avec le traitement. Après, c'est de la cuisine, et il y a des choses pour lesquelles tout le monde est d'accord pour s'arranger, mais hors AMM. Donc, des traitements d'éradication hors AMM, on peut en faire chez les patients qui ont des manifestations extra-hépatiques, ou chez les patients qui ont un génotype 2 ou 3, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne chance de réponse au traitement, même si la fibrose est F0 ou F1. Si ces patients avec un génotype 2 ou 3 ont une très grande demande, ils veulent vraiment être traités, on fera une exception, on les traitera. De la même façon, le traitement d'entretien, c'est complètement hors AMM, mais on peut le faire pour stabiliser la charge virale chez des patients qui ont une cirrhose F4. Au total, sur ce dossier, bien connaître les diagnostics différentiels de l'acide, parce que c'est une question qui peut surprendre. La cirrhose, un petit mémo, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, parce qu'il y a un score à connaître, le score de Child-Pugh. 2, parce que c'est un long chapitre, il faut l'apprendre au moins 2 fois. Je vous l'accorde, c'est un peu nul, mais j'avais pas d'autres 2. 3 étiologies principales, l'alcool, plus. Les hépatites virales B et C et l'hémochromatose. 4 pour 4 complications principales de la cirrhose, la décompensation œdémato-acytique, comme chez notre patient, l'hémorragie digestive, le carcinome hépatocellulaire et l'encéphalopathie hépatique. Enfin 5 pour 5 causes de décompensation œdémato-acytique, l'hémorragie digestive, l'infection bactérienne et notamment l'infection du liquide d'acide, le CHC, carcinome hépatocellulaire, l'hépatite surajoutée, qu'elle soit alcoolique, virale ou toxique, et enfin la non-observance, le non-respect du traitement. Une cirrhose, ça se surveille régulièrement et toute la vie pour dépister le carcinome hépatocellulaire et les varices œsophagiennes. On dose tous les 6 mois l'alpha-fétoprotéine et on fait l'écho abdominal à la recherche du CHC. Et la fibroscopie, on la fera régulièrement et la fréquence sera fonction du stade des varices. Enfin, une biologie régulière chez tous les patients. L'accident d'exposition au sang, ne pas oublier les mesures symptomatiques, vraiment c'est important, et puis la déclaration obligatoire en accident d'exposition au sang. Enfin, on pense souvent à faire le bilan de la victime, mais pas oublier le patient source